Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler du titrage Kalfesher, qui est une méthode pour déterminer la quantité d'eau dans différents échantillons. Première chose à savoir, c'est que la méthode Kalfesher est vraiment la méthode de prédilection pour déterminer la quantité d'eau dans une variété d'échantillons. Par exemple, là, si je vais dans Google et que j'écris Water Determination, eh bien, les premières pages qui vont apparaître vont toutes référer à cette méthode-là. Okay? Il existe quand même d'autres méthodes pour déterminer la quantité d'eau. La plus simple, c'est la méthode par séchage. Par exemple, si j'ai un échantillon dans lequel il y a de l'eau, je peux mesurer la masse de cet échantillon. Je peux le placer dans une étuve à plus de 100 degrés Celsius. Je peux le laisser là pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure, une journée complète, tout dépendamment de la grosseur de mon échantillon. Puis ensuite de ça, je le sors de l'étuve, je mesure la masse sur une balance, et puis comme l'eau va s'être évaporée, eh bien la différence de masse va être équivalente à la quantité d'eau que mon échantillon va avoir perdu. Donc je vais pouvoir savoir combien il y avait d'eau dans mon échantillon. Donc l'avantage des méthodes par séchage, c'est que ça coûte vraiment pas cher, donc tout ce qu'on a besoin, c'est une étuve. Mais il y a plusieurs désavantages. Par exemple, si on, moindrement qu'on a un échantillon volumineux, là, bien, l'eau peut demeurer emprisonnée à l'intérieur de l'échantillon. Il y a plusieurs échantillons qui ne seront pas stables aussi à haute température parce qu'il faut chauffer à plus de 100 degrés Celsius. Donc, il y a certains composés qui vont peut-être se dégrader à cette température-là, ce qui va faire varier la masse sans que ce soit dû à l'évaporation de l'eau. Si jamais dans mon échantillon, en plus d'avoir de l'eau, il y a d'autres composés qui sont volatiles, bon, eh bien, ils vont aussi s'évaporer. Donc, la masse que mon échantillon va avoir perdue ne sera pas toute associée à une perte d'eau, mais ça peut être associé à la perte d'autres composés volatiles. Donc, la méthode n'est pas très spécifique pour l'eau. Et puis, ensuite de ça, la durée de l'analyse peut être quand même assez longue, tout dépendamment du volume de notre échantillon. Donc, on peut devoir le laisser dans l'étuve pendant plusieurs heures. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs limitations avec la méthode par séchage. Et ces limitations-là vont pouvoir être contournées avec la méthode du titrage Kalfesher. Avant vraiment d'entrer dans les détails de la méthode, là, juste dire que la méthode Kalfesher peut être appliquée à une grande variété d'échantillons. Par exemple, on peut déterminer la quantité d'eau dans des produits chimiques bruts. Puis ici, quand je parle de produits chimiques bruts, je pense par exemple aux produits chimiques qu'on utilise quand on fait nos réactions chimiques en laboratoire. Donc, les produits chimiques qu'on commande chez les fournisseurs de produits chimiques. Par exemple, si on veut faire un titrage quelconque puis on a besoin de KMNO4, donc on achète du KMNO4 pur chez un fournisseur, mais ce KMNO4 pur-là peut contenir certaines impuretés, donc il peut contenir certaines traces d'eau. Donc, si on veut savoir c'est quoi la concentration de ces traces d'eau-là, on peut faire un titrage Kalfesher. Dans le monde de la cosmétique et de la pharmaceutique, les titrages Kalfesher sont très utilisés pour déterminer la concentration d'eau dans des crèmes, dans des médicaments, des dentifrices, des désodorisants, des savons, maquillage, produits naturels. Dans le milieu de la nourriture, donc dans le milieu agroalimentaire, donc si on veut savoir la quantité d'eau dans certains breuvages, des huiles, beurre, fromage, viande, miel, mélasse, épices, bonbons, chocolat, fruits. Donc on peut faire Kalfesher avec tous ces échantillons-là. On peut faire le Kalfesher avec des échantillons biologiques, par exemple, avec des plantes, des protéines, des tissus cellulaires comme des muscles, du plancton, des vaccins, etc. Dans le milieu pétrochimique, c'est très utilisé aussi pour déterminer la concentration dans certaines huiles à moteur, des lubrifiants, de l'essence, du pétrole, aussi utilisé dans le monde des plastiques. Et on peut aussi déterminer la quantité d'eau dans certains échantillons gazeux. Donc, ça va nous prendre un appareil un peu différent, là, mais on peut déterminer la concentration de l'eau dans, par exemple, le gaz naturel, dans des fréons, dans des bonbonnes de dioxyde de carbone ou d'oxygène ou d'azote à l'aide de la méthode de Kalfesher. Donc, en quoi consiste cette méthode-là plus exactement? Bien, c'est une méthode titrimétrique, donc c'est un titrage. Donc ici, il y a un titrage qui n'est pas un titrage Kalfesher qui est affiché. Ça, c'est une réaction de titrage qu'on utilise, par exemple, pour doser la quantité de SO2 dans le vin. Ça, c'est d'ailleurs un laboratoire qu'on faisait avant dans le programme de biotechnologie, donc on a décidé de ne plus le faire, mais c'est un titrage assez simple où si je veux déterminer la quantité de SO2, donc j'ai une concentration inconnue de SO2 dans mon vin, donc pour déterminer la concentration de SO2, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser une solution de I2, d'iode, de solution connue. Donc je peux ajouter mon iode à l'aide d'une burette goutte à goutte dans ma solution de concentration inconnue de SO2. Puis j'utilise un indicateur coloré, puis au point de virage, je vais savoir que comme les coefficients stoichiométriques sont 1 pour 1, bien la quantité de mon titrant que j'ai ajouté va être équivalente à la quantité de SO2 que j'avais en solution. Ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Comme c'est souvent le cas dans les réactions d'oxydoréduction, là, on a besoin d'eau pour faire la réaction, mais dans ce titrage-là, comme on utilise le H2O comme solvant, il est en grande quantité, il est en excès, donc ce n'est pas le réactif limitant, donc il y en a assez pour que la réaction fonctionne bien. Puis ici, on voit que cette réaction-là forme des acides. Donc, c'est le principe d'un titrage.
on a une substance de concentration de quantité inconnue à laquelle on ajoute une substance de concentration connue jusqu'à temps qu'on arrive au point équivalent. Puis, à l'aide de calculs stoichiométriques, on peut savoir quelle était la concentration de notre substance inconnue au début de notre titrage. Maintenant, dans la méthode de Kalb-Fischer, l'équation chimique qui va être en opération va être très similaire à celle-là. Okay? Donc, lorsqu'on va faire un Kalb-Fischer, okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Kalb-Fischer, ce n'est pas la concentration de SO2 qu'on veut déterminer, mais c'est la concentration de H2O. Donc, ça va être lui notre réactif limitant, ça va être lui notre réactif de concentration inconnue. Puis ici, notre I2 va être l'agent titrant, de la même façon que l'agent titrant était, le I2 était l'agent titrant lorsqu'on dosait le SO2. Par contre, je veux faire un Kalb-Fischer, je vais avoir besoin de SO2 dans mon milieu réactionnel. La seule différence, c'est que je vais le mettre en excès. Donc, je vais devoir avoir une grande quantité de SO2, ou du moins une plus grande quantité de SO2 que la quantité de H2O que je vais avoir. Donc, ça va être le composé dosé. Ça va être le titrant. Le SO2 va être en excès dans mon milieu réactionnel. Je vais devoir avoir une base dans mon milieu réactionnel, puis la base de référence, là, disons, ça va être la pyridine, puis plus tard, on va voir qu'on va pouvoir utiliser d'autres bases que la pyridine. Et je vais aussi avoir besoin d'un solvant, hein, parce que ici, évidemment, le solvant, c'était l'eau, mais ici, évidemment, comme l'eau, c'est la substance que je veux doser, là, ça ne peut pas être mon solvant. Et puis, de façon générale, dans les titrages Kalb-Fischer, les solvants utilisés vont être des solvants à base d'alcool, comme ici, c'est écrit méthanol, mais ça pourrait être de l'éthanol, ça pourrait être du propanol, ou ça pourrait être d'autres alcools plus complexes. Et puis, les produits qu'on va obtenir, là, ça va être un mélange assez complexe. Okay? Puis pour comprendre le principe du Kalb-Fischer, on n'a pas besoin de s'intéresser aux produits. La seule chose qu'on va spécifier, là, c'est que comme ici, on voit, là, il y a des acides qui sont formés, là, on va spécifier qu'il va y avoir des acides forts qui vont être formés. Et quels sont ces acides-là spécifiquement, là, c'est vraiment un peu important pour l'instant. Il faut juste savoir qu'il va y avoir des acides de formés. On va voir dans quelques secondes que les réactifs, la base et le solvant peuvent varier d'une méthode à l'autre. Okay? Puis quand je dis le réactif, là, donc quand on fait un Kalb-Fischer, on va toujours avoir de l'iode. Dans le fond, c'est toujours l'eau qu'on va vouloir doser. Ça va toujours nous prendre du SO2, mais des fois la base va pouvoir varier et des fois le solvant va pouvoir varier, puis on va voir que des fois même, on va utiliser plus qu'une base, puis des fois même, on va utiliser plus qu'un solvant, puis on va voir pourquoi dans quelques secondes. Bon, regardons rapidement l'utilité de chacun des réactifs. Donc dans le Kalb-Fischer, le I2, c'est notre agent titrant et ça va être ce qui va jouer le rôle d'oxydant parce que c'est une réaction d'oxydoréduction. Le SO2 va toujours en avoir de besoin parce qu'il va jouer le rôle de réducteur. La pyridine va jouer le rôle de la base. Okay? Donc, la base ici, ce qui est spécial, c'est qu'elle va participer à la réaction. Okay? Puis elle va être importante pour neutraliser l'acide formé. Donc, on vient de dire que dans la réaction de Kalb-Fischer, à la fin, il y a un acide qui est formé, il faut le neutraliser. Pourquoi? Regardons le schéma ici. Okay? Donc, ici, on a un schéma où en bas, on a le pH. Okay? Puis sur l'axe des Y, on a la vitesse de la réaction. Et on voit qu'entre un pH environ de 5 ici, et un pH d'environ 8,5, on a une zone optimale où la vitesse est toujours la même. Okay? Et puis si jamais le pH descend trop, okay, ce qui arriverait normalement dans le Kalb-Fischer parce que justement la réaction génère un acide, donc le milieu deviendrait acide, bien la vitesse diminuerait, puis après diminuer tellement qu'à un certain moment, on pourrait ne plus avoir aucune réaction. D'où l'importance de la base pour venir neutraliser l'acide formé. S'il n'y avait pas de base durant la réaction deviendrait acide, acide, acide et la réaction arrêterait par elle-même. On a donc besoin d'une base pour venir neutraliser l'acide formé pour qu'on puisse demeurer dans cette région-là de pH tout au long de la réaction. On ne peut pas non plus utiliser n'importe quelle base parce que si on avait une base qui était trop forte, bien, le pH augmenterait. Par exemple, si on avait du NaOH, le pH serait dans cette région-ci. Donc oui, la vitesse augmenterait, là, mais il y aurait d'autres réactions secondaires qui seraient indésirables qui se produiraient. Donc il faut s'assurer d'avoir la bonne base. Initialement, c'était la pyridine qui était utilisée. Donc on sait que ça fait près d'une centaine d'années que la méthode Kalb-Fischer existe. Donc au début, on utilisait beaucoup la pyridine. Mais maintenant, on va plus utiliser l'imidazole, qui est une base organique, une structure relativement similaire à la pyridine. Puis si on utilise l'imidazole au lieu de la pyridine de nos jours, c'est parce que la pyridine, maintenant, on sait que c'est quand même assez toxique, puis que c'est très odorant, alors que l'imidazole est moins toxique et moins odorant, donc on préfère utiliser l'imidazole pour ces raisons-là. On va avoir aussi besoin de méthanol dans notre milieu réactionnel qui va jouer le rôle de solvant. Donc, plusieurs solvants alcools peuvent être utilisés comme l'éthanol, le propanol ou d'autres alcools plus complexes. Puis des fois, on va utiliser des mélanges d'alcools. Donc, quand on va faire la réaction de Kalb-Fischer, ça va être super important, évidemment, que notre échantillon soit soluble dans le méthanol.
Ça va arriver des fois que certains échantillons ne seront pas solubles dans le méthanol. Par exemple, je vais analyser du miel. Du miel, c'est pas très soluble dans le méthanol. Donc, des fois, on va utiliser un deuxième solvant, qu'on va appeler un co-solvant, pour augmenter la solubilité de notre échantillon dans le milieu réactionnel. Par exemple, ici, ce qu'on dit, c'est qu'on peut ajouter du diméthylformamide, qui est un solvant très polaire, okay, lorsqu'on veut faire l'analyse du miel. Donc, on va quand même avoir du méthanol, mais on va aussi ajouter une certaine part de DMF, le diméthylformamide, pour augmenter la solubilité de notre échantillon. Quand on regarde ça à prime abord, c'est pas très commode de faire un Kalfasher parce qu'on a besoin de beaucoup de réactifs. On a besoin du I2, on a besoin du SO2, on a besoin d'une base, on a besoin d'un solvant, donc ça fait beaucoup de produits chimiques à manipuler. Donc ça fait longtemps que le Kalfasher existe, donc il y a beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés à ça, puis ils ont développé une méthode où on va pouvoir utiliser un seul produit chimique. Dans le fond, ça va être un mélange de plusieurs composés. Okay? Puis c'est ce qu'on dit ici. L'oxydant, le réducteur et la base peuvent de nos jours être réunis dans un seul et même mélange, ce qui simplifie l'expérimentation. C'est ce qu'on appelle un titrage Kalfasher à une composante. Une composante parce que même si on a besoin, encore une fois, d'un oxydant, d'un réducteur et d'une base, les trois vont être réunis dans une même bouteille. Il existe plusieurs produits. Là. Un qu'on utilise présentement au laboratoire s'appelle l'hydranal composite 5. Et dans cette bouteille-là, dans une même bouteille, il y a tous ces réactifs-là. Puis ici, on donne les pourcentages approximatifs de chacun des produits dans notre bouteille. Donc, on a de l'imidazole qui est la base. On a du 2-méthylimidazole qui est un réactif très similaire à l'imidazole. Donc, ici, on va même avoir deux bases différentes dans notre milieu réactionnel. Ici, sulfure dioxyde, c'est du SO2. On a l'iode qui est le I2. Évidemment, on a toujours besoin de ces deux composés-là quand on fait la réaction. 2-éthoxy-éthanol, donc c'est un alcool complexe qu'on utilise comme solvant dans ce réactif-là. Et finalement, on a le 1H imidazole monohydriodique, qui est un autre dérivé là, de l'imidazole, qui va venir jouer le rôle de base pour venir tamponner la solution pour avoir un pH qui est relativement constant tout au long de l'analyse. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle un titrage Kalfasher à une composante, parce que seulement un produit chimique est nécessaire et on n'a pas besoin de manipuler plusieurs produits pour faire notre analyse. Maintenant, là, ça peut avoir l'air beaucoup plus complexe que les simples produits que je vous ai montrés tantôt. Donc, par exemple, tantôt, on avait une base, alors que là, on semble avoir trois bases. Okay? Donc, pourquoi on fait ça? Puis, encore une fois, là, ça fait près d'une centaine d'années que les scientifiques utilisent Kalfasher puis ont toujours essayé d'optimiser la méthode. Donc, ils ont trouvé qu'en utilisant, par exemple, ces trois dérivés de base-là, on avait des résultats qui avaient plus reproductibles, par exemple. Donc, ils ont développé des réactifs, par exemple ici, celui qu'on appelle le composite 5, pour avoir une meilleure stabilité des réactifs, avoir une meilleure reproductibilité des résultats. Aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne rapidité d'analyse. Aussi la dangerosité, donc probablement qu'ils ont essayé certains produits chimiques, même que peut-être que certains autres produits chimiques offraient des meilleurs résultats, mais si les produits étaient trop dangereux, bien on s'est dit on aime peut-être mieux avoir des résultats un petit peu moins bons, un petit peu moins fiables, un petit peu moins exacts, un petit peu moins précis, mais au moins avoir des produits chimiques moins dangereux. Puis évidemment, le coût est aussi très important parce que ce réactif-là est quand même assez onéreux, donc on ne veut pas utiliser des produits chimiques qui seraient trop coûteux parce que si ça vient trop cher, les gens vont aussi arrêter d'utiliser cette méthode-là. Donc, c'est la raison pourquoi on a un mélange avec des réactifs qui peuvent sembler un peu complexes. Là. Entre autres, par exemple, cet alcool-là, donc pourquoi on n'utilise pas seulement le méthanol ou l'éthanol? Bien, probablement que ça offre une meilleure stabilité des réactifs et ça offre aussi une meilleure reproductibilité des résultats. C'est important de noter que, donc ça ici, notre hydranal, là, comme c'est lui qui va contenir le I2, c'est lui qui va jouer le rôle d'agent titrant. Puis généralement, quand on fait un titrage, il faut connaître évidemment la concentration de notre agent titrant. Or, quand on ajoute l'hydranal, le Feprin ne dit pas exactement quelle est la concentration. Il nous donne une concentration approximative. Donc, c'est vraiment obligatoire de doser le composite 5 avant de faire l'analyse, de faire un pré-titrage pour venir standardiser notre agent titrant. Puis pour standardiser notre agent titrant, là, on va tout simplement acheter des solutions standards d'eau. Souvent, ces solutions standards d'eau-là vont peut-être avoir 10 ppm, 20 ppm. Puis on va doser ces solutions-là d'eau standardisée, donc acheter déjà standardisé, pour venir déterminer c'est quoi la concentration de notre hydranal composite 5. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que la concentration du titrant peut varier avec le temps. Donc, si on achète une bouteille d'agent titrant de composite 5, puis qu'on l'entrepose pendant un mois, 1 an, 2 ans, bien, la concentration peut varier avec le temps, d'où l'importance de doser, de standardiser notre hydranal 5 avant de l'utiliser.
Puis aussi que la concentration varie en fonction de la température. Ça, souvent, on l'oublie, là, mais on sait que la concentration, c'est égal au nombre de moles sur le volume. OK? Puis on sait aussi que le volume varie en fonction de la température. Donc, quand la température est plus élevée, généralement, le volume va être plus élevé. Quand la température va diminuer, le volume va être plus faible. Donc, la température peut avoir une influence sur la concentration. Donc, d'où l'importance aussi de venir standardiser notre agent titrant avant de faire notre expérience. Puis on s'entend qu'une variation de température ne fera pas une énorme variation de volume, mais lorsqu'on fait des analyses qui sont très très précises, okay, avec un haut degré de précision, ben, même s'il y a une faible variation du volume, comme nos instruments et nos appareils sont très précis, ça peut avoir une influence ultimement sur nos résultats. Donc, d'où l'importance de titrer notre substance juste avant de faire l'expérience, puis qu'aussi quand on fait l'expérience, on demeure à la même température que la température à laquelle on a standardisé notre agent titrant. Je montre un exemple, là, donc pourquoi aussi le mélange est si complexe. Là. Donc ça, c'est un petit schéma qui vient d'un manuel de la part du fournisseur du réactif hydranal composite 5. Puis là, il nous montre la différence entre la vieille formulation et la nouvelle formulation. Okay? Donc les petits carrés ici, c'est l'ancienne formulation, puis qu'on voit qu'avec le temps, okay, la concentration à l'intérieur de la bouteille hydranal 5 diminuait. Okay? Puis on voit qu'avec la nouvelle formulation, soit cette formulation-là avec ces réactifs-là, on voit que ça diminue encore, mais beaucoup moins. Donc ça montre l'importance aussi d'avoir une stabilité des réactifs dans le temps. Ça peut être la raison pour laquelle ici, on a en fait 1, 2, 3 composés ici qui peuvent venir jouer le rôle de base. Ça pourrait ou ça peut offrir une meilleure stabilité à notre réactif. Puis c'est probablement aussi la raison pourquoi on a un alcool un peu spécial comme ça. Là, probablement qu'ils ont trouvé qu'en ayant un alcool un peu en ayant cet alcool complexe-là, ça offrait une meilleure stabilité puis une meilleure reproductibilité des résultats. Puis au niveau de la stabilité, mais on voit ici qu'il y a une moins grande variation de la concentration de notre agent titrant avec le temps, donc la solution est plus stable. Bon, cette diapo-là est très importante. Okay? Il existe 2 types d'appareils Kalfescher. Puis depuis le début, là, indirectement, là, je ne l'ai pas spécifié, là, mais j'ai surtout parlé de ce qu'on appelle un Kalfescher par titrage volumétrique. Okay? Des titrages volumétriques, c'est ce que vous faites depuis que vous avez commencé à faire des titrages. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une substance qu'on veut doser. Donc, dans le Kalfescher, on veut doser l'eau. Et puis, on prend de l'iode et on ajoute l'iode, par exemple, goutte à goutte, jusqu'à temps qu'on arrive au point de virage. Donc, on ajoute un certain volume d'agent titrant, d'où le nom titrage volumétrique. Donc, c'est ce qu'on dit ici. L'agent titrant est ajouté à l'échantillon à l'aide d'une burette. Puis, les titrages de type Kalfescher vont permettre l'analyse d'échantillons possédant entre 200 microgrammes et 50 mg d'eau. Donc, on voit que c'est une méthode quand même assez sensible. Donc, on peut déterminer des petites quantités d'eau dans nos échantillons. Maintenant, qu'est-ce qu'un titrage coulométrique? C'est super important. Donc, il existe un type relativement différent d'appareil, okay, qui est encore une fois une réaction de Kalfescher. Puis encore une fois, la réaction de Kalfescher, ça va être une réaction entre du I2 et du H2O. On va avoir besoin de notre SO2 en excès, on va avoir besoin d'une base, etc., etc. Mais la grosse différence ici, c'est que le I2 ne sera pas ajouté à notre mélange réactionnel, mais il va être généré in situ par oxydation d'une solution de KI à l'aide d'un courant électrique. Donc, dans un titrage coulométrique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au départ, là, avant même de commencer le titrage, on va ajouter une grande quantité en excès de KI à notre solution. Mais le KI ne réagit pas avec le H2O. Donc, on ajoute une grande quantité de KI. Et ensuite de ça, on fait l'électrolyse de façon coulométrique du KI pour générer le I2. Okay? Puis, on génère du I2 jusqu'à temps que le I2 ait complètement réagi avec le H2O, donc jusqu'à temps qu'on ait complètement éliminé le H2O de notre solution. Ce moment-là va équivaloir au point équivalent du titrage. Okay? Donc, on fait l'électrolyse jusqu'au moment où on arrive au point équivalent. Et puis, quand on fait l'électrolyse, on peut mesurer le nombre d'ampères qu'on a utilisé et on peut mesurer le temps. Et on sait qu'en ayant mesuré un nombre d'ampères et un certain temps, on peut arriver à un certain nombre de coulombs, qui est le nombre de charges qu'on a eu besoin. Puis si on sait le nombre de charges d'électrons qu'on a eu besoin pour arriver au point équivalent, bien, à l'aide de calculs stoichiométriques, on peut savoir combien de moles de I2 on a formé. Et puis on peut savoir, si on sait combien de moles de I2 on a formé, mais on peut savoir combien de moles de H2O on avait dans notre mélange réactionnel.
Donc le titrage coulométrique, là, c'est la même réaction, c'est le I2 qui réagit avec le H2O comme dans le titrage volumétrique. La seule différence, c'est que dans le titrage coulométrique, le I2 n'est pas ajouté sous forme de réactif, mais on ajoute du KI, et le KI est transformé de I2 par électrolyse. Et ce qu'on mesure, c'est pas un volume de I2 ajouté, mais c'est un courant électrique, I qui est mesuré en ampères, et une certaine durée d'électrolyse qui va être mesurée par exemple en secondes. Et avec ça, on va pouvoir savoir combien d'électrons a été nécessaire pour produire notre I2. Et par stoichiométrie, une fois qu'on sait combien de I2 a été produit pour atteindre le point équivalent, ben, on peut savoir combien de H2O on avait dans le mélange réactionnel. Le gros avantage du titrage coulométrique, c'est qu'on peut mesurer des courants électriques avec une bien plus grande précision qu'on peut mesurer un volume. On va pouvoir déterminer les quantités d'eau qui vont de 10 microgrammes à 5 mg. Donc, tantôt, je dis qu'un titrage volumétrique Kalfecher, c'était très précis parce qu'on pouvait aller jusqu'à 200 mg d'eau, alors que de façon coulométrique, ça va être encore plus précis. Donc, lorsqu'on veut faire une analyse d'échantillons dans lesquels il y a une très faible quantité d'eau, généralement, on va préférer utiliser la méthode du titrage coulométrique. Donc, les avantages du titrage coulométrique, c'est qu'aucun agent titrant a pré-titré. Donc, si on vient en arrière 2 petites secondes, là, ici, on avait dit que quand on utilise l'hydranal composite 5 dans un titrage de type volumétrique, on doit toujours titrer notre agent titrant. Alors que dans le titrage coulométrique, on n'a pas réellement d'agent titrant parce qu'on met du KI en excès. Donc, on n'est pas obligé de savoir exactement combien on en a mis. Puis après ça, c'est vraiment le nombre d'électrons qu'on peut mesurer à l'aide du courant et du temps qui va être utile pour faire les calculs. Okay? Donc, on n'a pas d'agent titrant à pré-titrer puisque l'agent titrant est généré in situ. Ça permet de doser de très petites quantités d'eau. Donc ici, j'ai dit qu'on peut aller jusqu'à 10 microgrammes, là, mais même dans les manuels des fabricants, on dit qu'on peut détecter des quantités qui vont jusqu'à 0,1 microgramme. Donc c'est très faible. Donc probablement que sur cette valeur-là, les incertitudes relatives vont être assez grandes, mais ça montre la sensibilité de ces appareils-là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter et de manipuler de solutions de I2. Donc du I2, c'est quand même un peu toxique, là, donc c'est pas la substance la plus toxique. Là. Il est bien pire que ça, là, mais quand même du KI, là, c'est encore moins dangereux, encore moins toxique que le I2. Donc, on a moins de produits chimiques dangereux à manipuler, donc c'est un autre avantage non négligeable. Ça, c'est un tableau qui résume les titrages coulométriques et les titrages volumétriques. Donc je vais vous laisser peser sur pause, lire ça si vous voulez, là, mais c'est pas mal toutes des choses que j'ai mentionnées dans les dernières minutes. Maintenant, autre diapositive très importante. Okay? Donc, la première phrase ici, c'est une phrase clé. La qualité de l'analyse ne peut être supérieure à la quantité de l'échantillon lui-même. Donc, on l'a dit, des titrages Kalfecher, surtout quand on est de façon coulométrique, on peut avoir une sensibilité qui va jusqu'à 0,1 microgramme. Sauf que tu as beau avoir les appareils les plus efficaces au monde, les plus coûteux au monde, tu as beau avoir un appareil qui vaut 100 000, 200, 300 000 $, la qualité de ton analyse ne peut jamais être supérieure à la qualité de ton échantillon, puis surtout à la préparation que tu vas en faire. Donc, la préparation de l'échantillon, lorsqu'on va faire une analyse Kalfecher, va être très importante. Il va y avoir plusieurs facteurs dont il va falloir tenir compte. La première chose dont il faut tenir compte ici, là, la quantité d'eau dans l'échantillon prélevé doit être représentatif de l'échantillon original. Un bon exemple de ça, c'est lorsqu'on fait l'analyse du miel. Donc, dans une bouteille de miel, là, parfois, il peut y avoir de l'eau qui s'accumule sur le dessus. Puis, des fois aussi, notre miel, il peut se mettre à cristalliser. De sorte que la concentration d'eau dans notre échantillon ne sera pas nécessairement homogène. Donc, il faut être certain que quand on prélève un échantillon, la quantité d'eau dans la fraction qu'on a prélevée est représentative de la répartition de l'eau dans tout l'échantillon. L'humidité de l'air est une source d'erreur majeure. Donc, quand on fait un titrage Kalfecher, on veut doser la quantité d'eau dans un échantillon. Puis ce qui est difficile, c'est que dans l'air, il y a toujours une certaine humidité. Okay? Puis on le sait, l'été, c'est plus humide que l'hiver. Puis même qu'au niveau des résultats, là, on va avoir nos résultats vont être plus fiables. Ils vont être plus précis, plus exacts quand on va faire les manipulations l'hiver plutôt que l'été. Ça ne veut pas dire que l'été, nos résultats ne sont pas bons, là, mais il va encore falloir faire plus attention à ce qu'il n'y ait pas d'air qui s'infiltre dans notre montage parce que justement l'humidité présente dans l'air peut affecter nos résultats. Okay? Par exemple, dans les manuels des fabricants, ils nous indiquent qu'il ne faut jamais placer un instrument Kalfecher à la sortie d'un air climatisé
parce qu'à la sortie d'un air climatisé, vu que la température chute, il y a plus de chances d'avoir de la condensation, donc il y a plus de chances d'avoir de la condensation de notre mélange qui ferait apparaître une certaine quantité d'eau. Donc j'ai même placé un instrument calfécheur à côté d'une sortie d'air climatisé. Les substances hygroscopiques ont une grande quantité d'eau adhérée à la surface. Donc, si on analyse par exemple un solide, okay, puis que dans le solide, il y a une certaine quantité d'eau, mais si à la surface de ce solide-là, l'eau aime ça venir s'absorber, eh bien, on va avoir un petit problème parce que là, l'eau qu'on dose, est-ce que c'est l'eau qu'on dose dans notre substance ou c'est l'eau qu'on dose à la surface de la substance? Donc, il va falloir tenir compte de ça quand on fait nos analyses. Super important, plus la distribution de l'eau dans l'échantillon est hétérogène, donc plus notre échantillon est hétérogène, plus l'échantillon analysé doit être gros. Donc, par exemple, quand on analyse du miel, là, des fois, on va vouloir en échantillon, on va vouloir analyser un plus gros échantillon pour être sûr que notre échantillon, que la répartition de l'eau dans notre échantillon est représentative de la répartition de l'eau dans toute notre bouteille de miel, par exemple, ou dans toute notre substance qu'on veut analyser. L'échantillonnage et l'analyse doivent se faire rapidement puisque la composition en eau de l'échantillon ne doit pas varier. Finalement, s'assurer de la solubilité de l'échantillon dans le milieu réactionnel. Donc, je l'ai dit tantôt, puis je vais le redire plus tard, mais par exemple, le miel n'est pas soluble dans le méthanol, qui est le solvant généralement utilisé. Donc, il faut vraiment s'assurer d'utiliser, par exemple, dans ce cas-là, un co-solvant pour que notre substance puisse se solubiliser. Puis, ce qui est important de noter ici, c'est que, dans le fond, dans le calfécheur, on veut doser l'eau dans nos échantillons. Okay? L'eau est toujours soluble dans le méthanol. Okay? Je le répète, l'eau est toujours soluble dans le méthanol. Mais dans le fond, c'est le reste de l'échantillon qui ne le sera peut-être pas. Par exemple, dans du miel, là, il y a plein de sucre, c'est très visqueux. Donc, tout ça va avoir de la difficulté à se solubiliser dans l'eau. Mais, je dis dans l'eau, pardon, dans le méthanol. Mais l'eau qui est dans notre miel, lui, n'aura pas de difficulté à se solubiliser dans le méthanol. Mais pour être sûr que vraiment l'eau qui est dans notre substance soit transférée complètement au solvant, soit solubilisée complètement, il faut vraiment que tout l'échantillon puisse se solubiliser. Donc, il faut faire aussi attention à ça quand on prépare notre échantillon, de s'assurer qu'il est soluble. Et s'il n'est pas soluble, il va falloir mettre des moyens en place pour le solubiliser. Justement, si l'échantillon est non soluble, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Okay? Le 1, je viens de le dire, j'étais un petit peu trop vite. Utilisation d'un co-solvant lors de l'analyse. Donc, la dernière fois que je l'ai dit, mais pour le miel, nous devions utiliser un mélange méthanol-diméthylformamide. Okay? Là, je dis devions parce que ceux qui auront fait le laboratoire, ceux qui ont déjà fait le laboratoire en classe, là, ceux qui ont déjà analysé le miel, ben, vous vous rappelez que lorsqu'on a analysé le miel, il fallait rajouter du diméthylformamide pour s'assurer que le miel était complètement soluble dans notre milieu réactionnel. Parfois, l'utilisation d'un co-solvant, c'est pas une bonne option. Des fois, il n'y a vraiment rien à faire pour être en mesure de solubiliser notre échantillon. Là. Donc, l'autre option, c'est faire une extraction avant l'injection de l'échantillon. Ça veut dire quoi, ça? Par exemple, si on veut déterminer la quantité d'eau dans une crème hydratante, donc une crème hydratante, c'est très, très visqueux, c'est très huileux, donc ça va être très, très difficile de réussir à solubiliser une crème hydratante dans des solvants, dans un mélange de solvants, surtout si on a du méthanol. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est une extraction, c'est-à-dire prendre notre crème hydratante, ne pas la mettre dans notre cellule d'analyse tout de suite, la mettre par exemple dans un petit vial à côté, racheter un solvant d'extraction, par exemple, on peut racheter du méthanol, brasser le tout assez vigoureusement, puis en brassant vigoureusement, là, ça va aider mécaniquement à venir extraire l'eau de la crème hydratante dans le méthanol. Okay? Mais si on mélange la crème hydratante et du méthanol, puis qu'on brasse assez fort, on va se rendre compte que oui, l'eau va venir se solubiliser dans le méthanol, mais quand même, il va rester plein de motons qui ne sont pas solubles. Okay? Donc, ce qu'on peut faire dans une deuxième étape, c'est venir faire une filtration, okay? Pour venir chercher le méthanol, mais pour ne pas venir injecter ou venir ajouter toute la partie visqueuse, toute la partie non soluble de la crème hydratante dans notre milieu réactionnel, mais on va faire une filtration. Donc, l'eau solubilisée dans le méthanol va passer au travers du filtre, mais tous les composés non solubles ne passeront pas au travers du filtre. Donc, ce qu'on va venir ajouter dans notre cellule d'analyse, c'est vraiment le méthanol dans lequel va s'être solubilisée l'eau qui était dans notre échantillon. Et finalement, la troisième option, là, si les deux options ne sont pas faisables, là, on peut chauffer la solution lors d'une analyse. Donc, comment on fait pour chauffer la solution? Là? Il existe des petites cellules comme ça. Donc, ça, c'est une cellule d'analyse dans un calfécheur. Et puis, ici, là,
dans la section du milieu, ici, c'est vraiment où va se faire l'analyse. Donc, ici, que ce soit de façon coulométrique ou volumétrique, c'est ici qu'on va mettre notre échantillon analysé. C'est ici qu'on va venir ajouter notre iode ou notre KI dans un cas coulométrique. Puis ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite entrée ici, puis une petite sortie ici. Okay? En fait, j'aurais dû le faire dans le sens contraire. Là. Généralement, c'est l'entrée ici et la sortie ici. Là. Puis ici, on peut faire circuler un liquide. Okay? Puis comme il y a une chambre extérieure ici puis une chambre intérieure, ici, l'analyse va se faire. C'est pas en contact direct avec la chambre intérieure, mais si on fait circuler un liquide et qu'on chauffe le liquide ici, bien ce liquide-là va pouvoir chauffer notre mélange réactionnel. Et puis, si notre substance n'est pas soluble dans le solvant, mais il y a des bonnes chances qu'à 40, à 50, à 60 ou à 70 degrés, notre substance maintenant devienne soluble. Okay? Par exemple, avec le miel, on aurait pu faire ça. Au lieu de rajouter du diméthylformamide, on aurait tout simplement pu utiliser une cellule comme ça, puis chauffer notre mélange, puis le miel aurait fini par se solubiliser. Évidemment, il ne faut pas chauffer trop fort, parce que si on chauffe à 100 degrés ou plus, ou même si on chauffe à 90 degrés, là, bien là, il y a des chances que l'eau se mette à s'évaporer. Puis si on fait évaporer l'eau, bien évidemment, notre dosage va être biaisé. Quatrième méthode, okay, une méthode qui est très utilisée, mais là, ça prend un appareillage qui est quand même plus coûteux. Okay? C'est l'utilisation d'un four à séchage. Okay? Donc, quand on analyse le Kalfesher, donc ici, c'est la cellule où l'analyse va se faire. Okay? Puis généralement, on va mettre notre échantillon ici. Puis on va venir ajouter le I2 goutte à goutte ici, jusqu'à temps qu'on arrive au point équivalent. Mais si notre échantillon n'est pas soluble, okay, puis qu'on a essayé les trois premières méthodes, puis qu'on n'est toujours pas capable de solubiliser notre échantillon, ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser un four. Okay, donc ça, c'est un four. Ici, on va venir mettre notre échantillon. Donc ici, par exemple, ce sera un échantillon solide pour lequel on voudrait doser la quantité d'eau, puis supposons que ce solide-là est juste pas soluble dans les solvants qu'on voudrait utiliser. Donc, on va venir mettre notre échantillon ici, puis on va chauffer à une température supérieure à 100 degrés Celsius. Comme on chauffe à une température supérieure à 100 degrés Celsius, toute l'eau dans l'échantillon va s'évaporer sous forme gazeuse. Okay? Donc, on peut imaginer ici que l'eau va venir sous forme gazeuse. Okay? Je fais des petits points pour représenter l'eau sous forme gazeuse. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire circuler un gaz inerte. Okay? Donc, il y a un gaz inerte qui va entrer ici, il y a un gaz inerte qui va entrer ici. Ici, là, on va avoir des agents séchants pour être certain à 100% là, que notre gaz inerte n'a pas des traces d'humidité, n'a pas des traces d'eau. Donc ici, notre gaz inerte va arriver ici. Puis le gaz inerte, maintenant, il va entraîner l'eau qui va s'être évaporée de notre échantillon, ici, vers la cellule d'analyse. Là, le gaz inerte va venir barboter dans notre solvant. Puis ici, supposons que le solvant, c'est du méthanol. Bien, l'eau qui va s'être évaporée ici, en entrant en contact avec le méthanol, elle va venir se solubiliser dans le méthanol. Donc, l'eau ici va être entraînée dans le méthanol. Puis là, on va pouvoir venir doser la quantité d'eau ici qu'on a dans notre solution. Donc, l'eau va être apparue ici parce que, justement, ici, l'eau va s'être évaporée de notre échantillon, puis va être transportée par notre gaz inerte en solution. Donc, l'échantillon, ici, là, dans le four, doit être chauffé à plus de 100 degrés Celsius. L'échantillon peut être solide, peut être aussi liquide dans ces cas-ci. Un gaz inerte entraîne la vapeur d'eau à l'intérieur de la cellule d'analyse et finalement l'échantillon doit être stable à haute température parce qu'évidemment si notre échantillon se met à décomposer puis qu'il y a des produits secondaires qui sont produits ici, l'analyse pourrait ne pas fonctionner. Okay? Donc il faut être certain que notre échantillon soit stable à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Maintenant, au niveau de l'injection de l'échantillon. Okay? Donc ça, c'est un exemple de cellule d'analyse. Donc, elle n'est pas identique à celle qu'on retrouve au laboratoire à notre cégep, parce que cette machine-là vient d'un fournisseur différent, là, mais ça ressemble quand même à ce qu'on a au cégep. J'ai dit tout à l'heure que la qualité de notre analyse Kalfesher était limitée par la qualité de notre échantillon puis la qualité de la préparation de l'échantillon. Puis dans la qualité de préparation de l'échantillon, on sous-entend aussi l'addition de l'échantillon à notre solution ou à notre cellule d'analyse. Donc, première chose à savoir, c'est que souvent, on aime ça là, pour être sûr que les parois de la cellule sont propres. Là, une fois qu'on met notre solvant à l'intérieur de la cellule, je vais venir agiter la cellule pour que vraiment le solvant vienne nettoyer les parois jusqu'en haut. Ensuite de ça, avant d'ajouter notre échantillon dans notre cellule, okay, donc si on ajoute un liquide, on va utiliser une seringue. Il va être important de conditionner la seringue. Donc, on se rappelle que le conditionnement, c'est quand, par exemple, on vient prélever une certaine quantité de notre échantillon okay, dans notre seringue, qu'on jette cette
part d'échantillon-là dans un bécher de déchets, par exemple, tout simplement pour venir nettoyer l'intérieur de notre seringue avec la solution qu'on va prélever, puis ensuite de ça, prélever pour une deuxième fois l'échantillon qu'on va maintenant ajouter dans notre cellule d'analyse ici. Lorsqu'on fait une analyse Kalfecher, généralement, la masse des échantillons va être déterminée par différences de masse. Donc, même si on utilise une seringue puis qu'on pourrait mesurer un volume, généralement, ce qu'on va faire, c'est on va remplir la seringue avec un certain volume. On va mesurer la masse de la seringue. Ensuite de ça, on va venir injecter notre échantillon, puis on va aller remesurer la masse de la seringue. Donc, on fait ça parce que généralement, on peut mesurer des masses plus précisément. Okay? Donc, on a des balances, par exemple, au cégep, on a des balances avec 4 chiffres après la virgule, puis ces mesures-là sont beaucoup plus précises que les mesures qu'on pourrait lire sur une seringue, par exemple. Maintenant, au niveau de l'injection, là, souvent dans les procédures fournies par les fabricants, là, on dit que quand on vient ajouter notre solution, il faut vraiment que la seringue soit à l'intérieur de la solution quand on va venir ajouter. Okay? Donc ici, il ne faut pas se tromper, là, si la seringue est dans la solution, ce n'est pas pour aspirer, mais c'est vraiment pour venir pousser ici notre échantillon dans la solution. Okay? Puis si jamais la seringue n'est pas dans la solution, quand on fait l'addition, c'est est au-dessus, il faut s'assurer que quand on pousse notre liquide, à la fin, on va venir tirer un petit peu pour pas qu'il y ait une goutte qui dépasse, parce qu'après ça, c'est une goutte qui dépasse, là, quand on va retirer la seringue, il y a des bonnes chances qu'on accroche la seringue. Puis ici, par exemple, là, il y a un septum en caoutchouc, là, puis c'est sûr et certain que c'est une petite goutte qui dépasse, la petite goutte va rester prise dans le bouchon. Donc là, il y a une partie de la masse qu'on va avoir perdue qui ne sera pas dans la solution. Donc, c'est super important que si on ne met pas la seringue au complet dans la solution puis qu'on la laisse au-dessus, une fois qu'on a poussé notre liquide, on va retirer un petit peu d'air pour être sûr que dans l'extrémité de la seringue, là, il n'y a pas un petit peu de liquide qui pourrait tomber lorsqu'on enlève la seringue puis qu'on va la peser sur la balance. Puis finalement, éviter l'entrée d'air dans le système. Donc, dans les appareils Kalfecher, c'est des appareils qui sont complètement fermés, complètement hermétiques pour pas qu'il y ait d'air qui puisse rentrer. Parce que, par exemple, si on a 60% d'humidité dans l'air, puis on sait que l'été, l'humidité peut être bien plus grande que 60%, là, bien, à 60% d'humidité, dans 1 millilitre d'air, il y a 14 microgrammes d'eau. Puis tantôt, on a dit que les appareils Kalfecher pouvaient être sensibles jusqu'à 0,1 microgramme. Donc, on se doute que s'il y a de l'humidité qui rentre dans notre appareil, mais ça va venir fausser les résultats. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le montage soit fermé, soit hermétique en tout temps. Et puis, si jamais on a besoin d'ouvrir le montage pour venir, par exemple, ajouter un solide, il faut que le montage soit ouvert vraiment le moins longtemps possible. OK, donc on rentre dans des détails un peu plus techniques, mais qui sont aussi importants. Là. Réactions secondaires nuisant au titrage Kalfecher. On va voir qu'il y a certains échantillons qu'on va analyser dans lesquels on va retrouver certains composés qui vont venir perturber notre analyse. Un titrage Kalfecher peut doser l'eau spécifiquement à condition que aucune réaction secondaire ne produise d'eau et aucune réaction secondaire ne consomme de I2. Okay? Parce que dans un Kalfecher, ici, c'est le I2 qui doit réagir avec l'eau. Puis si jamais le I2 réagit avec une autre substance dans notre échantillon, mais ça va venir fausser le résultat. Puis aussi, si jamais au cours de la réaction, là, il y a une réaction secondaire qui va venir faire apparaître de l'eau, qui n'était pas là au départ, mais ça aussi, ça va venir fausser les résultats. Donc, dans quelle situation est-ce qu'il y a de l'eau qui peut apparaître ou dans quelle situation est-ce que le I2 peut pouvoir réagir? Okay? Donc, les substances incompatibles avec les titrages Kalfecher, bien, premièrement, il y a les agents oxydants ou réducteurs puissants. Par exemple, un composé présentant un potentiel d'oxydation supérieur à I2 ne peut pas être analysé. Okay? Quand on fait un titrage Kalfecher, le I2 va venir réagir avec du H2O. Mais si jamais, dans notre échantillon, on a un oxydant qui est très, très, très puissant, l'oxydant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait venir réagir avec le I- et venir le retransformer en I2. Donc ça fausserait nos résultats parce que maintenant, une même molécule de I2 réagirait avec de l'eau, mais cette même molécule-là serait retransformée en I2, réagirait avec de l'eau encore, retransformée en I2, si justement on avait un agent oxydant très puissant dans notre milieu réactionnel. Donc il faut être certain qu'une fois que le I2 réagit avec l'eau, il demeure sous la forme de I-. Okay? Donc pour ça, il ne faut pas qu'on ait d'agent oxydant trop puissant dans notre milieu réactionnel. Et puis si on avait un agent oxydant trop puissant puis que le I- était retransformé en I2 et qu'il pouvait réagir avec le H2, ben, ce qu'on obtiendrait là, comme résultat final, c'est une sous-estimation du pourcentage d'eau
parce qu'on aurait besoin d'un moins grand volume, par exemple, de I2, dans le cas d'un titrage volumétrique, pour réagir avec le I2, parce qu'une même molécule pourrait venir réagir plusieurs fois parce qu'elle serait régénérée in situ. Des composés présentant un potentiel de réduction supérieur à SO2 peuvent interférer avec la réaction de Karl-Fischer. Okay? Pourquoi? Parce que notre I2, normalement, doit réagir avec de l'eau. Mais si jamais on a un réducteur très puissant dans notre milieu réactionnel, bien, ça se peut que le I2, au lieu de réagir avec l'eau, réagisse aussi avec un réducteur pour former du I-. Donc ici, on aurait du I2 qui réagit avec de l'eau et avec un autre réducteur. Donc ça mènerait à une surestimation du pourcentage d'eau de notre échantillon. Donc en conclusion, il faut s'assurer que dans nos échantillons, on n'a pas d'oxydant très puissant et qu'on n'a pas de réducteur très puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on a un échantillon dans lequel il y a des réducteurs très puissants ou des oxydants très puissants, c'est pas impossible de faire un titrage Karl-Fischer, mais il va falloir utiliser un protocole modifié. Donc encore une fois, ça fait près d'une centaine d'années que les Karl-Fischer existent, il y a des centaines et des milliers de scientifiques qui ont développé différentes méthodes. Donc il y a des méthodes qui existent pour pallier ces problèmes-là. Mais si vraiment on veut utiliser ces méthodes-là, il faut faire de la recherche dans la littérature scientifique puis venir voir c'est quoi les modifications apportées. Donc il faut juste rester vigilant par rapport à ces problèmes-là qui peuvent survenir. Deuxième type de réactifs qui peuvent poser problème dans les Karl-Fischer, c'est si on analyse des substances dans lesquelles il se trouve des carbonates, des hydroxydes ou des oxydes. Okay? Parce que toutes ces bases génèrent de l'eau en présence d'acide, puis on sait que dans la réaction de Karl-Fischer, un des produits secondaires, c'est des acides forts. Okay? Donc, on forme du HI et du H2SO4. Par exemple, si jamais on a du NO2CO3 dans notre milieu réactionnel, bien, on sait que dans le Karl-Fischer, on va générer du HI, puis le NO2CO3 avec du HI va venir générer de l'eau. Donc, une réaction qui va faire apparaître de l'eau à l'intérieur de notre mélange réactionnel, alors que cette eau-là n'était pas présente dans notre échantillon initialement. Même chose avec les hydroxydes ici, et même chose avec les oxydes. Donc, dans chacun des cas, il y a de l'eau qui peut être formée s'ils réagissent avec des acides forts. Encore une fois, ce n'est pas impossible de faire des tirages Karl-Fischer avec ces espèces-là, mais encore une fois, il va falloir utiliser des protocoles qui vont être modifiés. Encore une fois, en 100 ans de recherche, il y a des scientifiques qui ont développé des méthodes, mais il faut vraiment faire de la recherche dans la littérature pour venir voir c'est quoi les modifications apportées. Puis des fois, il va falloir utiliser des réactifs différents. Donc des fois, le réactif composite 5, dont j'ai parlé tout à l'heure, il ne peut pas être utilisé dans tous les cas. Donc celui qui est le plus utilisé, celui qui est le plus polyvalent, mais il y a certains cas où ça ne fonctionnera pas. Le troisième type de composés qui vont poser problème lors des tirages Karl-Fischer, ce sont les aldéhydes et les cétones. Ces deux types de composés, lorsqu'ils sont en présence d'un alcool, vont former des acétals ou des cétals, puis en même temps, ils vont former de l'eau. Okay? Puis ça, donc, c'est en présence d'un alcool, puis on sait que les alcools, quand on fait des tirages Karl-Fischer, sont pratiquement toujours des solvants alcoolisés comme le méthanol, l'éthanol, etc. Donc ici, j'ai un exemple pour un aldéhyde. Donc ça, c'est un aldéhyde. Et les aldéhydes, quand ils entrent en contact avec des alcools, sont capables de faire cet équilibre-là pour générer, par exemple, un acétal et de l'eau. Okay? Par contre, ici, on voit que les flèches d'équilibre sont favorisées vers la gauche. Donc, c'est vraiment ces deux composés-là qui sont favorisés. Donc, on pourrait penser que ça ne causera pas trop de problème parce que l'équilibre n'est pas favorisé du côté de l'eau. Donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'eau. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il y a quand même un équilibre. Donc, il y a un petit peu d'eau qui est formée. Comme il y a un petit peu d'eau qui est formée, cette eau-là va réagir avec l'iode dans la réaction de Karl-Fischer. Comme elle va réagir avec l'iode, elle va être consommée. Et en raison du principe de Le Chatelier, comme l'eau va être consommée dans la réaction chimique, bien l'équilibre va être constamment déplacé vers la droite. Donc, même si l'équilibre initialement favorise les réactifs par rapport au produit, comme l'eau est consommée au cours de la réaction Karl-Fischer, bien l'équilibre va être constamment déplacé vers la droite, de sorte que l'aldéhyde va complètement réagir, puis il va finalement pouvoir produire quand même une quantité d'eau qui va être non négligeable. Donc, il faut s'assurer que quand on fait une réaction de type Karl-Fischer, on n'a pas d'aldéhyde ou de cétone en quantité considérable qui vont venir interférer, qui vont venir faire apparaître de l'eau, parce que ça va faire en sorte que ça va surévaluer la quantité d'eau qu'on aurait dans notre échantillon, parce qu'évidemment, on va faire apparaître de l'eau au cours de la réaction qui n'était pas là initialement de notre réactif. Bon, quelques petits détails techniques qu'on retrouve dans les manuels des fabricants des appareils Karl-Fischer. Au niveau de la vitesse d'agitation, ça peut paraître surprenant, là, mais il va y avoir une vitesse d'agitation optimale. Donc, dans le fond de nos cellules d'analyse, on va toujours avoir un barreau agitateur.
Puis si l'agitation est trop lente, l'agent titrant va être mal dispersé, va être mal mélangé, puis il va avoir un danger de dépasser le point d'équivalence. Par contre, si on fait une agitation trop rapide, il va y avoir une formation de bulles, okay? Puis les bulles peuvent venir erroner certaines lectures, là. Puis quand je dis certaines lectures, je pense par exemple à la lecture de l'électrode ici. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lent, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop rapide pour pas qu'il y ait une formation de trop grand nombre de bulles là, qui pourraient venir fausser la lecture de l'électrode ici. Endroit d'addition du titrant. Okay? Donc, supposons que le bourreau agitateur tourne dans ce sens-là, okay? Ici dans le sens antihoraire. Donc ici, on a une vue de haut de notre cellule d'analyse. Okay? Donc ça, supposons que c'est l'électrode à l'intérieur de la cellule. Okay? Puis ici, on va vouloir ajouter l'agent titrant à cet endroit-ci. Pourquoi cet endroit-ci? Parce que comme le bourreau agitateur tourne dans ce sens-là, une fois que notre agent titrant va être ajouté ici, il va avoir le temps de faire tout le tour de la cellule avant de venir en contact avec l'électrode. Alors que si on ajoutait notre agent titrant ici, par exemple, dès qu'une goutte tombe, elle viendrait tout de suite entrer en contact avec l'électrode, donc elle n'aurait pas le temps de se disperser, elle n'aurait pas le temps de réagir, puis ça ferait en sorte que nos résultats seraient moins fiables. Okay? Donc on veut s'assurer d'ajouter l'agent titrant tout juste à côté de l'électrode, mais à un endroit où la goutte va avoir le temps de faire tout le tour de la cellule avant de venir en contact avec l'électrode. Dernier détail, la forme de la cellule et la taille du boron magnétique va être importante, okay? Parce qu'on pourrait penser qu'avoir une cellule un peu comme une forme de bécher comme ça pourrait être bien. Mais en fait, c'est mieux d'avoir une cellule qui a une forme un petit peu arrondie dans le bas comme ça. Okay? La forme arrondie ici va permettre d'avoir un plus beau vortex. Okay? Donc la forme conique de la cellule et le petit barreau magnétique assure qu'il y a une zone de turbulence à proximité de la zone d'addition de l'agent titrant. Puis ça va faire en sorte que l'agitation va être plus efficace. Si un long barreau magnétique était utilisé, il y aurait moins de turbulence et l'iode serait moins bien dispersé en solution. Okay? Donc tout ça, c'est des choses auxquelles les scientifiques ont pensé et ont optimisé avec les années. Donc pourquoi c'est important d'en parler? Parce que si jamais vous perdez votre barreau magnétique au laboratoire, puis vous décidez d'en utiliser un autre, quelconque, qui ne venait pas avec l'appareil, puis que votre barreau est plus gros, ben là, tout d'un coup, l'agitation ne sera pas aussi efficace, puis ça va affecter vos résultats. Donc, c'est important d'utiliser le barreau magnétique qui vient avec l'instrument, puis si jamais on le perd, c'est possible d'en racheter un autre, ou si jamais on est vraiment mal pris, au moins essayer de prendre un barreau magnétique qui a la même taille que celui qui était fourni avec l'instrument. Dernière diapo. Ça va être un petit peu technique ici, là. C'est au niveau de la détection du point d'équivalence. Donc, j'en ai pas encore parlé parce que c'est un petit peu plus compliqué, là. Puis quand on parle de détection du point d'équivalence, là, vous avez déjà fait des titrages dans le passé. Les titrages avec lesquels vous êtes les plus habitués, c'est les titrages colorimétriques où on ajoute un indicateur coloré et où la solution va changer de couleur au point d'équivalence. Donc, ça, c'est facile. On ajoute notre agent titrant goutte à goutte. Et quand on voit le changement de couleur, on arrête l'ajout de l'agent titrant, c'est notre point équivalent. Le deuxième type de titrage, c'est les titrages potentiométriques. Vous avez déjà fait ça aussi. C'est les titrages où on va vouloir, à l'aide d'une électrode, avoir une courbe de titrage qui peut, par exemple, ressembler à ça. Okay? Puis ça, dans le fond, ça pourrait être le volume de l'agent titrant. Ça pourrait être le pH de la solution. Puis au point équivalent, là, il y a une variation subite du pH, donc le point équivalent serait environ ici. Okay? Dans un titrage Kalfesher, la détection du point d'équivalence va être ni colorimétrique, ni potentiométrique, va être une détection qu'on appelle bipotentiométrique. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est on fait circuler un courant alternatif continu en solution. Donc on a une électrode, puis au bout de notre électrode, on a deux petites tiges de métal, deux petits fils de métal qui dépassent. Puis ce qu'on fait, c'est on fait passer un courant électrique entre les deux petits fils. Donc, ce qu'on appelle une électrode à double épingle de platine qui est utilisée. Lorsqu'on n'a pas de I2 en solution, parce qu'on sait qu'au départ, quand on fait notre réaction de Kalfesher, on ajoute du I2, mais le I2 va venir réagir avec le H2O, de sorte que dès qu'on met une goutte de I2, elle réagit instantanément. Donc, le I2 ne persiste pas en solution. Donc, même si on l'ajoute, il réagit automatiquement. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de I2 en solution. Donc, sans I2, au départ, ou avant le point d'équivalence, une différence de potentiel élevée est nécessaire. Donc, ici, ce qu'on voit, là, c'est, on va dire, je vais écrire avant ici pour avant le point équivalent. Donc, ce qu'on veut, là, c'est avoir un courant qui est constant. Okay? Donc, toujours le même courant. Puis ici, pour avoir ce courant-là,
faut avoir un potentiel élevé, un potentiel de 650 millivolts. Quand on arrive au point équivalent, on rajoute du I2, mais au point équivalent, c'est le moment où tout le H2O va avoir réagi. Donc, au point équivalent, quand on ajoute du I2, il ne peut plus réagir avec le H2O, donc il va persister en solution. Et ce qu'on dit ici, c'est qu'en présence de I2, la différence de potentiel nécessaire diminue énormément. Donc, lorsqu'on a du I2 en solution, là, le courant électrique a beaucoup plus de facilité de passer d'une tige à l'autre. Donc, on a besoin d'un potentiel beaucoup plus faible pour maintenir le même courant électrique. Donc, quand on fait la détection bipotentiométrique, là, on fait passer un courant électrique. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant le point équivalence, ça prend une différence de potentiel élevée pour faire passer un courant de, par exemple, ici, 24 microampères. Et au point équivalent, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile de faire passer un courant de 24 microampères. Donc ici, c'est 84 millivolts. Puis c'est ça qui va nous indiquer qu'on va être arrivé au point équivalent. Donc, quand la différence de potentiel nécessaire pour maintenir le courant devient inférieure à une valeur prédéterminée, okay, qui généralement va être indiquée par le fabricant de l'instrument, le point d'équivalence est atteint. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on arrive au point d'équivalence. Puis qu'une fois que l'instrument détecte ça, l'instrument arrête par lui-même. Maintenant, avec les instruments qu'on a de nos jours, là, tout se fait de façon très automatisée. Là, puis l'instrument va directement nous donner quelle est la concentration ou quelle est la quantité d'eau qu'on avait dans notre échantillon.